Ça va, lancez pas des cailloux, je sais, c'est pas beau, mais ce décor est absolument nécessaire à cette vidéo pour que je puisse faire la petite histoire, le petit conte introductif pour la notion d'Uchronie, parce que c'est le mot Uchronie, U comme Uchronie, qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Alors, un petit mot de définition comme ça pour pas partir dans le vide. Uchronie, c'est un mot qui est constitué comme utopie. Seulement, c'est pas un lieu, c'est un temps qui n'a pas eu lieu, un temps pas forcément idéal, mais c'est en tout cas Charles Renouvier qui l'a créé en 1876 le définissait, puis je crois qu'on le définit encore aujourd'hui comme l'histoire telle qu'elle n'a pas eu lieu, mais telle qu'elle aurait pu avoir lieu. Voilà, c'est l'histoire telle qu'elle n'a pas eu lieu, mais telle qu'elle aurait pu avoir lieu. Voilà. Donc c'est une espèce d'outil théorique à notre disposition et imaginaire pour imaginer qu'un tout petit événement soit changé dans notre passé et observer comment l'histoire aurait pu se dérouler en fonction de ce petit événement. Bon, alors l'inventeur du mot, par exemple, il imagine qu'en fait, la religion chrétienne soit jamais devenue une religion d'État, et pas une religion romaine, mais une religion des barbares, et qu'elle se soit développée, c'est ces termes à lui, hein, de manière beaucoup plus amicale, douce, symbiotique, etc. Bon. Nous, on va partir d'un petit conte, et puis ensuite, on va en venir à une autre situation uchronique qui, comme je vous l'avais prédit, va nous permettre d'avoir des éléments très intéressants sur la manière dont les élections présidentielles et législatives vont se dérouler. Alors, je commence avec cette petite histoire. Voici un chantier. Vous voyez pas très bien, mais au fond, c'est un roncier que je suis en train d'enlever, étape par étape. Tâche complètement idiote, répétitive, etc. Mais je suis obligé de le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'on va refaire la toiture qui est là, et donc il faut avoir accès au mur. La deuxième, c'est qu'il y a une voie d'évacuation des eaux qui est là, des eaux qui arrivent sur les champs au-dessus de la maison. Et donc, c'est vital qu'on puisse nettoyer les canalisations et puis que ça ne soit pas bouché. Voilà, alors il faut que j'enlève ce roncier. Où se situe l'Uchronie là-dedans? C'est une excellente question que je vous remercie d'avoir posée. Alors, il y a quelques jours, alors que j'étais en train de massacrer ce roncier, je vois arriver sur le chantier, n'est-ce pas, un petit rouge-gorge qui me regarde avec un air interrogatif, du genre, mais il est où mon nid? Qu'est-ce que t'as fait là, espèce de barbare? Il y avait mon nid là, il est où? Alors oui, je l'avais enlevé son nid. Je l'avais enlevé avec les mètres cubes de ronces qui l'entouraient et où il était bien au chaud et bien protégé. Et j'en ai conçu immédiatement un énorme regret d'avoir massacré son habitat, et sans pouvoir néanmoins renoncer à mon chantier. Bon, et puis je l'ai revu, ou si c'était lui, c'était son frère à côté, ce qui m'a réchauffé le cœur en me disant quand même, bon, vu que c'est le début de l'automne, je me demande si c'est pas lui là d'ailleurs, euh, il aura quand même le temps a priori de se refaire un abri avant les frimas. Bon, voilà. Alors, que se serait-il passé si le rouge-gorge était apparu avant le début du chantier, et si son apparition c'est vraiment lui qui est juste là, c'est marrant. Mais viens, ça serait sympa. Euh, et si son apparition m'avait fait renoncer au chantier. Bon. Et là, on peut engager son imaginaire dans deux directions. La première direction est très simple. Je n'aurais pas fait une action, c'est-à-dire me casser le dos, aller couper ce truc. Bon, voilà. Et on aurait probablement eu de grosses difficultés à réparer le toit. Et s'il y a des pluies importantes, ce qui est quand même la tradition dans ce coin du Perche pendant l'hiver, bah, voilà, on aurait eu des grosses inquiétudes. Et on peut comme ça apercevoir cette espèce de futur improbable de l'histoire telle qu'elle aurait pu être, dans le stress et l'angoisse de ceci ou de cela. Mais on peut aussi, et ça c'est intéressant, se mettre à la place du rouge-gorge et voir chaque jour
chaque aurore, chaque crépuscule, passer dans ce petit nid douillet avec son roncier et voir comme ça, chaque matin, la rosée perlée de givre, je sais pas moi, enfin, voilà, tout, tout ce quotidien de Rouge-Gorge, il est passé là, et il y avait une maison juste à côté d'ailleurs. Viens ici que te voit la caméra, je te dis. Voilà, ça serait vraiment trop merveilleux si tu faisais ça. Hein? Ouais? Ouais? Là? Bon. Euh, donc on pourrait se dire, voilà tout ce quotidien heureux qui n'a pas eu lieu du fait des grands coups de serpe de cet imbécile à deux pattes, votre serviteur. Voilà, donc tout ça pour vous remettre en contexte les choses. Une uchronie, c'est donc revenir en arrière sur un petit événement, changer cet événement en fiction, et imaginer l'histoire non pas telle qu'elle a eu lieu, c'est l'histoire telle qu'elle n'a pas eu lieu, mais telle qu'elle aurait pu être. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher un petit événement effectivement modifiable, réalistement modifiable, parce que c'est pas de l'histoire totalement inventée, c'est de l'histoire telle qu'elle aurait pu se dérouler. Bon, voilà. Pour rappel, le U de utopie comme le U de uchronie, c'est pas, ça veut pas dire bon, hein. Enfin, on peut le traduire comme ça, mais c'est surtout pas. C'est où. C'est le non-lieu, c'est le non-temps, c'est ce qui n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu avoir lieu. Bon. Voici maintenant l'uchronie politique que je vous propose de réfléchir devant ce chantier de défrichage. Alors, nous sommes le 27 septembre, le 29 septembre, pardonnez-moi, nous sommes le 29 septembre 2021. Nous sommes dans un des bureaux de la maison de la radio, dans l'étage réservé à France Inter. Et ce 29 septembre 2021, dans ce petit bureau euh, réservé à France Inter, le journaliste Bruno Duvic interviewe Sandrine Rousseau. Et il l'interviewe sur la manière dont elle digère, en quelque sorte, sa défaite aux élections, aux primaires de son parti. Elle vient de perdre au second tour contre Yannick Jadot. Et dans la vraie histoire, l'entretien se cristallise autour d'une position assez audacieuse et étonnante de la part de Sandrine Rousseau. Elle dit, c'est une question de calendrier, une semaine après, c'est moi qui gagnais. Voilà. Donc ce qui va être retenu très épisodiquement, parce que le propos est très épisodiquement intéressant, c'est « oui, mais j'ai perdu, mais une semaine après, j'aurais gagné ». Alors ça me donne quand même des droits dans la négociation des rapports avec Yannick Jadot. On comprend tout à fait que dans le rapport de force politique qu'elle engage, elle tienne ce propos-là. On comprend que le journaliste donne de l'importance à ce propos parce qu'il est bien tapé, d'une certaine manière. Il fait petit événement. Quelqu'un qui dit non pas c'est pas juste, je conteste ma victoire, mais c'est une question de temps. Donnez-moi une semaine de plus et j'aurai gagné. Bon, voilà, c'est les limites, les limites de la provocation dans un jeu admissible. Enfin, voilà, passablement intéressant, mais enfin ça a fait ce petit événement de l'après-midi de France Inter. C'est alors que on va imaginer que dans ce petit bureau de l'étage réservé à France Inter, dans la maison de la radio, sur les quais de la Seine, dans ce quartier de Paris où on va jamais, sauf à y avoir quelque chose à faire, ce qui est rare. Ce 29 septembre, il se passe quelque chose d'un tout petit peu différent. À ce moment-là, Bruno Duvic dit à Sandrine Rousseau, bah alors, selon vous, le fait que vous disparaissiez des candidatures possibles à l'élection présidentielle, le fait que vous soyez maintenant aux côtés de Yannick Jadot, au soutien de Yannick Jadot, mais que donc votre candidature avec votre programme disparaisse, est-ce que ça change quelque chose à l'élection présidentielle? Est-ce que ça change l'offre politique? Qu'est-ce que ça change à l'offre politique? En gros, en quoi votre défaite impacte le champ politique spécifique de cette élection présidentielle? Bon. Et à ce moment-là, événement incroyable, Sandrine Rousseau dit un truc vrai, mais qui n'a pas été vraiment discuté clairement. Elle dit, bah oui, ça change quelque chose,
euh, auparavant, il y avait comme bloc élémentaire dans l'offre politique pour ces élections présidentielles tout un tas de gens qui veulent rester dans le cadre de la Ve République, et puis deux offres différentes, bien que convergentes sur certains points, proposant une démarche constituante. Bon, qui propose vraiment de passer à une sixième République. La mienne est celle de la France insoumise. Désormais, il n'y a dans l'offre politique, dans le fond, primordialement que deux choix. Hein. Un vote pour une constituante, c'est-à-dire un vote pour l'AFI, ou un vote pour n'importe quel autre parti qui décide de rester dans la cinquième. Alors là, Bruno Duvic, il me dit, qu'est-ce que vous racontez, deux choix, c'est ridicule. Il y a une offre très complète avec des extrêmes, des centristes, des extrêmes centristes, des socialistes, des je sais pas quoi, de tralala. Enfin, il y a tout le monde, il y a une grande offre. Regardez, il y a même Zemmour, enfin, c'est formidable. Grande pluralité de... Bon. Et là-dessus, Rousseau se démonte pas. Il dit, oui, vous avez raison. Il y a effectivement une offre, c'est tout à fait évident. Il y a des tas de gens qui proposent des tas de choses très différentes dans le choc politique français. Mais il y a dans la politique, on pourrait dire, différents étages. La politique, ça commence par un conflit sur le mode de régulation des conflits. Et une fois qu'on s'est établi sur le mode de régulation des conflits, on établit à travers ce mode de régulation des conflits sur lequel on est d'accord, comment est-ce qu'on répartit les biens, comment est-ce qu'on répartit la richesse, comment est-ce qu'on construit une relation avec, je sais pas moi, l'intérieur, l'extérieur, comment est-ce qu'on construit une hiérarchie sociale, comment est-ce qu'on respecte, on construit une relation harmonieuse ou non avec l'environnement, quelle valeur on donne au travail, quelle valeur on donne au loisir, au temps. Bon, mais tout ça commence par un accord sur le mode de régulation des conflits, qui, dans le fond, va donner immédiatement à chacun son statut politique. Est-ce que je suis sujet? Est-ce que je suis objet? Est-ce que je suis sujet de droit? Est-ce que je suis pleinement citoyen? Est-ce qu'il y a des citoyens de première zone et de seconde zone? Et à quel moment j'exerce ce métier de citoyen, sujet, objet, etc., dans le moment dans lequel je vais entrer en politique, c'est-à-dire demander dans tel ou tel mode de régulation des conflits, dans tel ou tel cadre, démocratique direct, républicain, dictatorial, tyrannique, le moment dans lequel je vais voilà, réclamer mes droits, réclamer ce qui me revient. Bon. Et ce truc primordial, le mode de régulation des conflits, il se trouve que ça va définir non seulement le statut des individus, mais encore l'état dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est dans un cadre réglementaire, parlementaire, tiens, pourquoi pas réglementaire, encore une fois, républicain, impérial, monarchique, etc., etc. Donc voilà, quel est le mode de régulation des conflits? C'est la question politique primordiale, première, celle qui précède tout et qui qualifie les individus et qui qualifie le régime. Or, sur ce point absolument primordial, il y avait deux offres, trois. Les autres, et celle de Sandrine Rousseau et celle de JLM, ou de la France Insoumise. Parce que là-dessus, JLM est évidemment, Jean-Luc Mélenchon est évidemment une question complètement accessoire. Il est là pour accompagner le passage à une sixième République. Bon. À travers une constituante, c'est-à-dire un effort du peuple et d'assemblées locales, etc. Il faudrait voir comment ça pourrait se définir. Un effort de la population pour redéfinir le mode de régulation des conflits. En partant du principe que on ne peut pas déjà écrire la constitution de la sixième République parce que c'est un processus constituant, un effort de la population pour se reconstituer en tant qu'entité politique, entité souveraine, ensemble de personnes ayant des droits, un effort de l'ensemble des citoyens pour requalifier la citoyenneté, pour redéfinir ce que c'est que la citoyenneté, en d'autres termes, pour se reformer en tant qu'entité politique, et les autres. Voilà. Donc on a maintenant, on pourrait dire, avant même le choix du bulletin, deux types de votes. Un vote qui enclenche un processus social profond, tout azimut, dans tout le pays, pour reformer la citoyenneté politique,
pour reformer notre identité dans le fond. Ce en quoi nous sommes identiques, c'est-à-dire dans le fond notre qualité de citoyen. Et de l'autre côté, des tas de propositions pour rester dans le même jeu. Or, il se trouve que là, on adresse un truc de très profond. On adresse la santé du pays. Un processus constituant, qu'on soit pour ou contre les propositions de l'avenir en commun, ça a une valeur par soi-même, qu'on soit gilet jaune ou pas d'ailleurs, ou FI ou pas. Ça a une valeur en ce sens que ça adresse par exemple immédiatement la question des gens qui ont renoncé à voter parce qu'ils pensent que c'est un mode de régulation des conflits qui ne s'adresse pas à eux et qu'on se fout de leur gueule et que c'est une espèce de mode de perpétuation d'un pouvoir qui n'est pas le leur, auquel ils ne participent pas et dont ils ne reconnaissent pas la légitimité. Donc ça adresse la question de l'abstention, ça adresse la question du renoncement, mais ça adresse aussi la manière dont on peut renoncer à s'occuper les uns des autres, à s'occuper de notre pays, à s'occuper de notre paysage, à s'occuper de ce qu'on a immédiatement à côté de nous. En d'autres termes, c'est aussi un moyen d'aller collectivement à la fois se tendre la main et se botter les fesses en se disant arrêtons de nous victimiser, de rester dans une posture où on subit avec une très grande dignité les malheurs qui nous arrivent. C'est le moment de se prendre le cul par la poignée et de refonder notre culture politique ensemble à travers une constituante. Bon. Et une fois qu'on aura redéfini ça et le cadre dans lequel on s'engueule, si vous voulez, on adressera tous les thèmes fondamentaux qu'on ne pourra d'ailleurs adresser vraiment qu'après une constituante. Je veux dire par là que, par exemple, si on reste dans la cinquième, toutes les questions relatives au territoire, relatives à l'énergie, relatives à des thèmes à la mode dans la campagne, l'immigration, tout ça est lié immédiatement à l'organisation capitaliste du travail et de la répartition des richesses. Il ne faut pas déconner. On parle du carbone en termes de taxes, en termes de taxes carbone, en termes de écologie non punitive par rapport à l'entrepreneuriat. Voilà, on est toujours dans la croissance verte. Enfin, on est dans des lectures qui, dans le fond, laisse de côté ce que pourrait être une véritable mobilisation citoyenne et populaire autour de ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que à aucun moment dans la prise de décision publique, on a quelque chose qui soit ancré et qui implique une mobilisation de chacun à l'échelle municipale ou à l'échelle de petits pays pour produire les politiques écologiques, les politiques d'intégration, les politiques de production agricole, etc., etc. Bref, voilà. J'aurais voulu... alors, si on part dans cette uchronie-là, Sandrine Rousseau tient ce discours-là ce jour-là, qui est juste factuel. Hein. On a une offre qui s'est simplifiée. Maintenant, il y a les constituants et les non-constituants. C'est la totalité d'un côté et un vote de l'autre. Bon, c'est con parce qu'avant, il y avait la totalité d'un côté et 2 votes de l'autre, possible. Alors, ceci étant posé, on imagine qu'elle ait effectivement posé ça sur la table et que, depuis, la question de la constituante soit devenue centrale dans le débat. Est-ce qu'il est important ou non de se redonner l'occasion de refaire peuple politique ? Est-ce que c'est ce qui est primordial ? Est-ce que l'acceptation du mode de régulation des conflits, de la manière dont on gère nos problèmes ensemble, de la manière dont on produit la décision politique, est-ce que ça c'est premier ou pas ? Est-ce que ça c'est en crise ou pas ? Est-ce que c'est ça qui est en crise ou pas ? Plutôt que de savoir s'il faut coller à Zemmour ou... puisque dans le fond c'est ça la grande thématique de la préparation à la présidentielle. Voilà. Imaginons qu'elle ait posé cette énorme provocation sur la table, qui n'est pourtant que factuelle, et que depuis, tous les jours, la question que nous nous posions collectivement, c'est est-il urgent ou non de nous reconstituer ? Est-il urgent ou non de nous reconstituer ? Et le cadre constituant n'est-il pas le cadre excellent pour adresser tous les sujets qui nous brûlent les doigts en ce moment ? Et par ailleurs, le but d'une constituante est-elle de produire une constitution sur un temps donné, par exemple pendant 2 ans, et on rédige la constitution,
Ou bien au-delà de cette production de constitution, est-ce qu'elle n'est pas un processus permanent, dans lequel le peuple se constitue sans cesse, non pas dans la volonté d'être efficace à produire de la législation, mais dans la volonté d'être efficace dans le fait de produire du lien social et de la mobilisation. Et cette mobilisation, comment on l'a construit? Dans quel cadre on produit l'effort constituant? Est-ce qu'on crée des assemblées régionales, départementales, infradépartementales à l'échelle de chaque canton, à l'échelle de chaque chef-lieu de canton? euh, Est-ce que chaque chef-lieu de canton envoie une personne pour représenter le chef-lieu de canton, ou est-ce qu'au contraire, il envoie une délégation pour qu'il y ait toujours à la fois quelqu'un dans l'Assemblée, quelqu'un à côté pour faire les commissions, quelqu'un pour se reposer, quelqu'un pour manger, des équipes de 4, j'en sais rien, immédiatement révocables s'ils ne respectent pas le mandat défini localement? Ou est-ce qu'on fait du tirage au sort? Quelle est la validité du hasard ou du sort pour représenter les lieux? C'est pas complètement absurde. On sait que le système athénien incluait une part de tirage au sort. Bon, voilà à quoi nous passerions nos heures médiatiques par jour, ou nos heures de discussion politique, si j'avais pas massacré le refuge du rouge-gorge, ou plutôt si ce petit événement dans la campagne qui a été la disqualification dans l'élection présidentielle de Sandrine Rousseau avait été commenté autrement que comme ça l'a été. Si au lieu d'avoir dit j'aurais dû gagner, une semaine plus tard j'aurais gagné, elle avait dit voilà le tremblement de terre que ça crée dans l'offre politique, c'est qu'en fait il n'y a plus qu'une offre constituante solide dans le panel des offres pour les présidentielles. Allez, là-dessus moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.